Prenez place. Merci. Vous pouvez évidemment vous asseoir, rester debout. Bien Nous allons sûr. avec Gilles vous poser des questions, mais vous pouvez aussi vous adresser aux Français qui sont autour de nous ou aux millions de Français qui sont chez eux et qui nous écoutent. Nous Merci. allons évidemment commencer cette soirée consacrée à la France face à la guerre par ce qui se passe en Ukraine. Vous êtes favorable à des sanctions très dures contre la Russie et même à des livraisons d'armes aux Ukrainiens par l'Europe, financées par l'Europe. Certains pensent que ça pourrait aggraver la situation face à un Vladimir Poutine imprévisible qui n'a pas hésité à brandir la menace nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de le ménager comme certains le préconisent parmi les candidats que nous allons entendre ce soir? Nous devons faire bloc, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau européen. L'Europe doit et est aujourd'hui unie face aux sanctions que nous devons prononcer contre Vladimir Poutine. Il nous faut le frapper au portefeuille les oligarques et faire en sorte que cette guerre puisse s'arrêter. Vous savez, aujourd'hui, chaque fois que l'on commerce avec la Russie, finalement, on apporte aussi des moyens pour acheter des armes contre l'Ukraine. Mais est-ce qu'on a trop ménagé Vladimir Poutine? On n'est pas dans l'idée de ménager ou pas ménager. On a affaire, et il faut toujours faire le choix de la démocratie face aux dictatures. Bien sûr qu'il y a des conséquences importantes, on les voit d'ores et déjà. Elles étaient un peu là avant cette guerre en Ukraine. Mais le prix de l'essence, le prix de l'énergie, le prix des matières premières est en train d'augmenter. Ce que je propose, c'est bien sûr que l'État, et si je suis présidente demain, je prendrai des mesures immédiates pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Comment ? Je propose une baisse de la TVA sur l'essence, la passer à 5,5. Faire en sorte aussi qu'on plafonne le prix à la pompe pour que, bien sûr, il n'y ait pas une répercussion de cette baisse de la TVA par les pétroliers. Je propose aussi, bien sûr, qu'on bloque les prix des énergies pour passer ce cap, parce que ce cap est un cap difficile. Mais je le dis, nous devons être du côté des démocraties, nous devons soutenir bien sûr l'Ukraine et faire en sorte que nous protégions et notre Europe et bien sûr le pouvoir d'achat et la vie des Françaises et des Français qui est déjà tellement dure, tellement difficile depuis des années. Anne Hidalgo, vous avez eu des mots très récemment assez durs, assez sévères avec certains des candidats ici présents. Jean-Luc Mélenchon, en premier lieu, vous l'avez accusé en termes très durs d'être complaisant à l'égard de Vladimir Poutine et même d'être complice. Est-ce que c'était le fond de votre pensée ? Je crois que nous ne pouvons pas être dans la complaisance avec un dictateur qui utilise la force et qui s'assoit sur le droit. Je suis attachée à l'état de droit et je pense que dans cette géopolitique mondiale très compliquée, très dure, dans laquelle effectivement nous voyons bien que tous les équilibres sont en train de se bouleverser, il y a pour moi un cap et un seul, une Europe forte, une Europe de la défense que nous devons accélérer. Celles et ceux qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faudrait dialoguer avec Poutine, qui, bien sûr, je suis pour la paix, bien sûr qu'il faut que la paix soit là, mais la paix ne peut pas se faire au profit des oppresseurs vis-à-vis d'un peuple qui réclame quoi ? Sa liberté et qui réclame de vivre où ? En Europe, là où il se sent chez lui, partageant nos valeurs. Mais je veux vraiment le dire, cette guerre pose aussi cette question de la dépendance de la France, notamment aux énergies fossiles. Et là, le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas un bon bilan. C'est un bilan dans lequel il a tourné le dos à cette question du changement climatique, il a tourné le dos à cet engagement que nous devions prendre pour aller vers les énergies renouvelables. Nous sommes d'ailleurs condamnés, il est condamné. Emmanuel Macron est condamné pour son inaction climatique. Donc nous sommes aussi en train de payer cela. Et je propose, deuxième... On va chapitre un petit peu. Oui. Vous parlez précisément de la souveraineté énergétique. En un mot, vous êtes pour le 100% renouvelable. Vous voulez sortir du nucléaire à l'horizon 2045-2050. Est-ce qu'au vu de la crise actuelle, ça n'est pas raisonnable de repousser cette échéance? On sait combien de temps il faut pour mettre en place ces parcs d'éoliennes offshore. Il faut 15 ans parfois pour mener à bien des projets. Encore. Est-ce qu'on sort vraiment du nucléaire d'ici 30 ans ? Il faut vraiment s'engager dans les énergies renouvelables. Et je crois que c'est l'avenir. C'est d'abord l'avenir pour respecter nos engagements sur le climat. Mais bien sûr, il faut aller vers un mix énergétique. On ne sort pas du nucléaire comme ça tout de suite aujourd'hui. Alors, comment faites-vous ? Je suis d'ailleurs dans un des scénarios qui a été proposé par
ce fameux rapport RTE qui dit qu'à horizon de 2050, nous pouvons sortir en allant très très vite, en investissant beaucoup sur les renouvelables. Et c'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de le faire. Solaire, éolienne, bien sûr. C'est l'occasion de le faire maintenant parce que justement, cette crise ukrainienne nous rappelle que nous sommes tellement dépendants des énergies fossiles. Il faut savoir, hein, la France, dans son mix énergétique, n'a que 19% de part de renouvelables. Nous sommes à la traîne de tous les pays européens. Ça aussi, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Donc il faut avancer, mais je ne suis pas pour une sortie brutale du nucléaire. Nous en avons besoin pour assumer notamment les besoins énergétiques et en électricité de notre économie. Et donc, je suis par exemple pour ce que l'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la prolongation d'un certain nombre de centrales nucléaires pour pouvoir faire justement ce rattrapage par les énergies renouvelables et sortir de cette dépendance. Nous le devons aussi à nos enfants. Nous le devons à nos enfants parce que le climat est une préoccupation que nous ne pouvons plus laisser de côté. Je voulais vous ramener un instant aux énergies fossiles et au pouvoir d'achat des Français. Bien sûr. L'essence aujourd'hui est en moyenne 2,10 €, 2,14 €. Elle n'a jamais été aussi chère depuis très longtemps. Le gouvernement va instaurer, le 1er avril, un remboursement de 15 centimes par litre. Vous, présidente de la République, que faites-vous? Que remboursez-vous? Comment agissez-vous? D'abord, cette mesure arrive beaucoup trop tard. Pourquoi le 1er avril? Il y a un poisson ou quelque chose? Je crois que c'est le temps de la mise en place technique dans les stations-service. C'est ce qu'on nous explique. Donc moi, je propose une mesure beaucoup plus simple. D'ailleurs, depuis le mois d'octobre, je la propose depuis le mois d'octobre, la baisse de la TVA. Passer la TVA de l'essence à 5,5 €. Et ça nous permettrait, par exemple, sur un litre d'essence à 2 €, de mettre le prix de l'essence à 1,76 € et de plafonner ce prix. Et de le bloquer, au moins pendant toute cette période exceptionnelle. Pourquoi? Pour permettre à nos concitoyens, je sais que vous êtes nombreux ici, à ne pas forcément habiter dans des grandes villes où il y a des transports en commun, à avoir besoin de vos véhicules pour aller travailler. Et aujourd'hui, faire un plein d'essence est devenu un casse-tête pour beaucoup de nos concitoyens, pour beaucoup d'entre vous. Et nous devons vous accompagner dans cette période-là. On me dit parfois, mais ça, c'est contre justement des mesures écologiques. Pour moi, on n'oppose jamais l'écologie et le social. Et d'ailleurs, dans mon programme, je propose aussi qu'on accélère. Et on peut le faire. Je le ferai dès le début du quinquennat. Comment? En aidant tous ces Français, toutes ces Françaises qui aimeraient tellement pouvoir acheter un véhicule électrique, mais qui ne peuvent pas parce que c'est beaucoup trop cher ou parce qu'il n'y a pas les bornes électriques installées. C'est ce plan-là, ce plan aussi que nous devons porter avec beaucoup d'énergie et de détermination. Nous aurions pu le faire. Le gouvernement d'Emmanuel Macron aurait pu le faire avec le plan de relance. Il ne l'a pas fait. Il faut le faire maintenant. C'est, je crois, cette crise qui nous rappelle aussi qu'il y a des solutions, mais ces solutions ne peuvent jamais opposer le climat et le pouvoir d'achat. La Commission européenne vient de suggérer une sorte d'impôt de guerre, impôt prélevé sur les profits des grands groupes énergétiques qui font en ce moment, avec la flambée des prix, des bénéfices supplémentaires. Est-ce que vous y êtes favorable? Il faut bien sûr aller chercher là où il y a les profits, les moyens. Là encore, on pourrait, et je vous parlerai de mon projet, de mon programme pour la France, il faut bien sûr rétablir, par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes, que je dédierai complètement justement à toutes ces mesures d'accompagnement individuel pour pouvoir acheter une voiture, pour avoir un leasing social, pour un véhicule électrique au prix du véhicule thermique, pour pouvoir, parce que je sais que c'est un sujet que vous avez en tête aussi, faire en sorte que votre appartement soit mieux isolé. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas avancer les frais. Je propose dans mon programme, et grâce notamment au rétablissement, notamment de l'impôt sur la grande fortune, que l'on puisse faire tout cet accompagnement-là pour permettre à nos concitoyens et pour permettre à notre pays de faire de cette question de la transformation liée au changement climatique une chance plutôt que quelque chose de lourd que nous traînerions avec cette dette climatique que nous léguerions à nos enfants. Encore une question très concrète sur le pouvoir d'achat des Français. Dans votre programme, vous dites vouloir augmenter le SMIC de 200 € net. Petite précision, c'est 200 € net
pour 35 heures par semaine ou pour 32 heures comme vous le faites à la mairie de Paris et vous vous battez bec et ongle pour que les 54 000 fonctionnaires de la ville de Paris... Pour la durée légale du travail, qui est 35 heures aujourd'hui. Mais pas surtout, à Paris. Mais pas à Paris. Oui, vous savez, beaucoup de collectivités, on ne va pas engager ce débat. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que dans mon projet, je rentre par la question du travail. Je pense que nous devons créer de la valeur. Nous devons nous inscrire dans un monde où le travail permette de vivre dignement. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Beaucoup de nos concitoyens ont des emplois, des travaux qui sont mal payés. Le SMIC n'a pas été revalorisé depuis des années. Je propose une revalorisation du SMIC. Je propose aussi, bien sûr, des négociations salariales dans toutes les branches, parce qu'on ne peut pas simplement s'arrêter au bas salaire, le SMIC revalorisé de 15%, c'est-à-dire 200 € net par mois. Je propose également, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici, enfin, mesdames, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, parce que nous sommes en 2022 et ça n'est pas acceptable qu'il y ait encore ces écarts-là. Donc je rentre par le travail. Pour moi, c'est le travail qui doit rémunérer. Et j'ai un deuxième sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la question des retraites. Et ça, je ne vais pas l'éluder. Justement, parce que cette question des retraites, elle est essentielle. On a prévu ce soir de poser à tous les candidats deux dernières questions. Je vais vous demander de répondre très rapidement à chacune d'elles. La retraite. Vous, Présidente, est-ce que vous reculez l'âge légal, le départ à la retraite? Certains disent que face aux difficultés économiques, il va falloir demander cet effort aux Français. Mais quelle injustice! Vous savez, je viens d'un milieu ouvrier. Je viens d'un milieu où j'ai vu mourir mes proches à 60 ans, à 61 ans, c'est-à-dire ne pas pouvoir bénéficier de ce droit à pouvoir se reposer après une vie de labeur, après une vie où on a travaillé dur, où on a envie de quoi? De profiter de ses petits-enfants. Et là, on est en train de nous expliquer quoi? Qu'il faut reculer l'âge de la retraite à 65 ans, mais pour des personnes qui ont des travaux pénibles. Je pense à ces femmes qui portent des charges, qui travaillent dans les EHPAD, auprès de nos aînés. Je pense à ces femmes et ces hommes qui travaillent dans l'industrie, qui sont par exemple soumis à des produits chimiques dont on sait que l'espérance de vie est beaucoup plus courte pour un ouvrier, elle est de 6 ans inférieure pour un ouvrier que pour un cadre. Donc et on va m'expliquer que ans. cette mesure-là, cette mesure d'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans, qui pèserait sur qui? Sur les plus fragiles, qui mourraient avant de pouvoir profiter de la retraite. C'est quelque chose qui pourrait, nous, dans ce pays, nous réunir. Mais vous imaginez, vous avez connu la crise des Gilets jaunes et les conflits permanents que nous avons eus dans le pays. Vous imaginez ce que serait un deuxième mandat d'Emmanuel Macron avec une décision comme celle-là? Donc je maintiens, bien sûr, l'âge de la retraite à 62 ans. Et surtout, je fais en sorte que pour ceux qui ont des métiers difficiles et qui doivent partir avant parce que leur espérance de vie est plus faible, qu'ils puissent évidemment partir même avant 60 ans. Toute dernière question que nous poserons à tous les candidats ici présents. Vous, Présidente de la République, augmenterez-vous les impôts des Français pendant votre quinquennat? Non, je n'ai pas de raison d'augmenter les impôts des Français dans ce quinquennat, puisque nous avons besoin, bien sûr, de maintenir un pouvoir d'achat. Mais je veux vous dire que les impôts, lorsqu'ils servent à financer des services publics, l'école, et je veux un maintien de l'école publique, gratuite, laïque, républicaine, celle qui m'a tout donné, à la fille d'immigrés de milieu ouvrier que je suis, qui a grandi dans une cité lyonnaise. Cette école publique, on aura besoin de la financer. On aura aussi, bien sûr, besoin de financer l'hôpital. Mais il faut aussi aller chercher l'argent là où il est, parce que ce quinquennat d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il nous a montré? Que finalement, quand on allait très bien, quand on gagnait beaucoup d'argent, quand on était vraiment dans ceux qui vont très bien, on pouvait continuer à aller très bien. Il nous a parlé de ruissellement, on a vu ce que ça donnait. Rien de tout ça. Un affaiblissement des services publics, un affaiblissement du niveau de vie et du pouvoir d'achat de nos concitoyens et un affaiblissement finalement de ce qui soude notre pays, c'est-à-dire ce pacte républicain, cette égalité républicaine à laquelle je crois profondément.